Candace Owens, célèbre journaliste américaine aux millions d'abonnés, travaille d'arrache-pied afin de faire connaître l'affaire Brigitte Jean-Michel auprès des Américains. Les Macron sont-ils en panique suite aux révélations? Comment expliquer l'entourage proche pédocriminel des Macron? Y a-t-il une entente entre Poutine et Trump pour faire tomber Macron avec cette affaire? Cette histoire va-t-elle faire le tour du monde et faire de la France la risée mondiale? À ces questions répondront Lionel Labosse, brigittologue célèbre, Christian Cotten, auteur de la plainte contre X, et maître David Guyon. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler des Brigitte, des Jean-Michel, du président, de notre ami Candace Owens, Xavier Poussard et de Natacha, évidemment, Amandine, etc. Comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'en parlera jamais. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous êtes déjà plus de 1600 abonnés. Merci à vous de votre confiance. Vous y retrouvez des articles de Jean-Michel Vernochet, de Laurent Ozon, de Franck Pemgam et tant d'autres. Ils font tous partie du club. Vous aussi, on vous y invite, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur, géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Et là, je suis très content parce que je reçois que des amis sur ce plateau, des avant-gardistes, il faut le dire, et n'ont pas peur, eux au moins n'ont pas peur. Lionel Labosse, brigittologue célèbre. Comment ça va, mon Lionel? Ça va très bien. T'as des choses à dire aujourd'hui? Ah bah oui, on va parler, on va meubler en attendant l'émission de Candace. Ah oui, c'est dans 3 heures. Ah oui, c'est à 22 heures. Oui, bah, à 22 heures. Oui, voilà. Donc on fait l'introduction, voilà. On a introduit, on est la première partie de Candace. Que tout le monde a bien ses pop-corn, le petit jus de pomme. Bon, mais malgré tout, on aura des choses à dire et des nouveautés à dire. En tout cas, je suis très content que tu sois parmi nous, cher Lionel, parce que tu fais un travail vraiment formidable et il faut le souligner. Christian Cotten, qui a porté plainte. Salut cher Christian, ça fait aussi très plaisir. Tu auras des nouveautés sur ta plainte? Quelques-unes. Et pas des moindres, hein? Bah, ça commence à devenir intéressant tout ça, oui. Merci cher Christian. Et merci évidemment, on a mis aussi le gage de sérieux. Hein, voilà, on prend le sérieux parce qu'on est 3 zigotos. Donc il faut qu'on ait quelqu'un de sérieux sur le plateau. C'est maître David Guyon. Bonjour cher maître. Comment Bonjour, ça va? Mike. Bah, très bien. Hein. Voilà. Toujours un plaisir de venir. Bah, c'est toujours un plaisir de voir David ici sur ce plateau. Il note, il a son petit carnet. Voilà, c'est le sérieux. On est voilà, on est sérieux ici. Justement, cher Christian, tu es venu fin décembre sur ce plateau. Décembre. 26 décembre exactement. Tu as porté plainte. Où en est cette plainte? Elle a été reçue, moi je l'ai postée le 12 décembre au soir pour être sûr qu'elle parte le 13, elle était datée du 13. Elle est arrivée au tribunal le lundi qui a suivi et l'accusé de réception a été signé, je crois, le 17.
le 17 décembre. Le 1er janvier au matin, je reçois un appel téléphonique de Philippe Fortaval-Abattu, maître Philippe Fortaval-Abattu, l'avocat qui s'est embarqué avec moi dans cette aventure. Et il venait de recevoir un courrier du greffe du secrétariat du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Simple enregistrement. Mais ce qui est intéressant, avec un numéro de dossier tout de même, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé moins de 2 semaines après l'arrivée de la plainte. C'est très rapide, très rapide. Et puis le 13 janvier, donc un mois après l'envoi de la plainte, le 13 janvier, nous recevons, Philippe reçoit puis il transmet, nous recevons cette fois-ci une ordonnance de constatation de dépôt de plainte contre X devant le doyen au motif et puis reprise des 8 motifs de la plainte. Là aussi c'est rapide. Alors là, cette ordonnance-là est signée par Madame le doyen des juges d'instruction, en l'occurrence une personne qui s'appelle Cécile Meyer-Fabre, qui est aujourd'hui doyen des 70 ou 72 juges d'instruction du tribunal de Paris. Là aussi c'est rapide. Le 16, 3 jours après, 4 jours après, nous recevons encore un autre document. Tout ça, c'est sur mon fil Twitter. Hein, toutes les personnes qui veulent regarder cela et voir cela de près, j'ai publié tout ça. Et il y a eu aussi, je crois, l'aide juridictionnelle. Alors, ça accepté. C'est le dernier point. La lettre standard du 16, c'est une demande de précision auquel j'ai répondu. Là aussi, j'ai publié sur Twitter une lettre de 11 pages qui donne les sous-titres de la plainte et qui explique l'intérêt à agir et qui confirme différents détails et développe quelque peu les éléments de la plainte. Et puis, hier matin, j'ai la bonne surprise de recevoir un avis, une décision du bureau d'aide juridictionnelle signée par le vice-président du bureau en l'absence du président et me disant, voilà, Cotten, aide juridictionnelle à 25% parce que, bon, on respecte les seuils de revenus. Moi, je n'ai pas de très gros revenus en tant que retraité. Là aussi, c'est intéressant tout ça parce que alors, on va faire, parce que je dois donner la parole à tout le monde. Voilà, donc tu as l'aide juridictionnelle. Peux-tu nous rappeler en 1 minute ce qu'il y a dans ta plainte? Ça va être dur en 1 minute, mais on va le faire très bref. On a usurpation d'identité, on a faux et usage de faux et fourniture de faux par des représentants de l'autorité publique, fonctionnaires, agents de mairie, etc. On a ensuite un mariage illégal. Nul et non avenu parce que usurpation d'identité et puis parce que 2007, le mariage pour tous, c'est 2013, c'est pas 2007, manque de bol. Après cela, que je ne dise pas de bêtises, on a détournement de mineurs, pour ne pas dire en droit, j'y peux rien, hein, mais on a un adulte ayant autorité de plus de 5 ans de différence d'âge avec un gamin officiellement de 17 ans, en réalité de 14, hein, même Le Monde et Libération le reconnaissent et le disent, ça s'appelle un viol. Bon, on t'a porté plainte sur tout ça. J'ai pas fini. Laisse-moi finir. Derrière ce point-là que je n'oublie pas, pardonne-moi. Mariage illégal, j'ai dit, usurpation de fonction. Usurpation de fonction, voilà. On a un mariage illégal, on a une usurpation d'identité, et donc derrière on a une usurpation de fonction, parce que la première dame de France, non, 400 000 euros par an, non, il y a un truc qui va pas. Escroquerie au jugement, ça c'est le procès de Natacha Ray, on pourra y revenir, et Amandine Roy. Et puis tout à la fin, et ça c'est le plus important, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. D'accord. C'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L'usurpation de fonction a entraîné, et ça c'est l'intérêt à agir, une tromperie de la sincérité du scrutin des élections présidentielles.
dans la loi et puis dans la pratique jurisprudentielle, lorsque tu te présentes à une élection municipale en disant « je suis professeur de lettres à l'Éducation nationale », alors qu'en fait tu n'es qu'un petit journaliste de banlieue, bah, tu vas te faire élire parce que tu es professeur de l'Éducation nationale. Mais le Conseil d'État va dire « non, non, ça le fait pas, atteinte à la sincérité du scrutin ». Et donc, nous avons été roulés dans la farine en 2017 et en 2022. Bon. Tous les Français, tous les électeurs. Merci à toi, cher Christian. Oui, je t'en prie. Alors, cher maître, est-ce que le cheminement de la plainte de notre ami Christian Cotten, qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire qu'il a reçu, voilà, c'est le doyen visiblement a l'air d'avoir accepté, il a eu l'aide juridictionnelle, etc. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça signifie que il va y avoir procès et que enquête, etc. Est-ce que ça signifie ça? Et qu'est-ce que vous pensez de cette plainte, de ces 8 motifs de plainte? Alors, merci pour la question. J'allais rebondir dessus, effectivement, sur l'aide juridictionnelle. Il faut savoir que lorsque la demande est manifestement irrecevable parce que c'est farfelu, le bureau d'aide juridictionnelle peut vous refuser l'aide juridictionnelle. Donc déjà, le fait qu'on ait accordé l'aide juridictionnelle même à 25%, ça veut quand même considérer que, en tout cas, on le prend au sérieux. Ça, c'est déjà, c'est important. On prend la plainte de Christian au sérieux. Voilà, elle est prise au sérieux, sinon le bureau d'aide juridictionnelle aurait pu refuser d'accorder l'aide juridictionnelle. Je l'ai déjà eu dans les dossiers, donc je sais très bien, je connais bien le mécanisme. On est bien d'accord. La deuxième chose, et j'allais en parler, je pense qu'ils ont effectivement raison. Alors après, je ne suis pas le spécialiste du droit pénal, donc, et je n'ai pas vu la plainte, mais sur la sincérité du scrutin. Je pense que constitutionnellement parlant, il y aurait effectivement un vrai problème, parce que si il s'avère que le président de la République était effectivement marié à une personne qui a fait une transition de genre, alors cela pourrait probablement expliquer des choix idéologiques et notamment des choix politiques, c'est-à-dire peut-être la promotion du wokisme, l'éducation sexuelle des enfants, vous savez que ça revient en ce moment beaucoup, et puis la cérémonie des JO que nous avons eue cet été où, on le sait, le couple présidentiel a influencer cette tenue et notamment l'orientation de cette cérémonie. Donc clairement, c'est une information qui est importante, c'est une information qui est essentielle et qui peut même remettre en cause la sincérité du scrutin. Et pour ça, je pense qu'on a un vrai débat. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que, à la rigueur, que la première dame fut un homme et qu'elle ait transitionné, ça la regarde. Mais en revanche, là où ça devient un sujet d'intérêt général, c'est parce que les citoyens ont le droit de savoir cette information parce qu'elle peut être essentielle pour eux pour donner ou non leur vote. Comment expliquer que la justice, malgré tout, ne balaye pas ça d'un revers de main? C'est quand même pas rien, parce que très sincèrement, lorsque j'ai eu Christian, moi je suis très content qu'il ait fait sa plainte, mais connaissant la justice dorénavant, je me suis dit quand même, bon, qu'ils acceptent, ça me paraît compliqué. Je vais te dire pourquoi. Bah tiens, mais l'avocat qui est là. Il est bien ton pote avocat. On ne se connaît pas. J'ai aperçu David Guyon il y a 2 ans ou 3 ans d'arrière dans un colloque en province, mais bah oui. Il n'a pas lu la plainte, mais il a tout compris. Donc c'est parfait. Cher David, alors comment l'expliquer ça? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, parce que on peut aussi, lorsqu'on est amené à être au bureau de l'aide juridictionnelle, vous avez le président de la commission, c'est un magistrat. Et on peut considérer que ça pourrait être une atteinte à un recours effectif si on mettait directement à la poubelle une plainte, surtout une plainte de cette nature. La deuxième chose, c'est qu'on est au pénal. Et que si vous faites une dénonciation calomnieuse, vous pouvez être poursuivi. Je pense que votre avocat a dû certainement vous en informer. Voilà, vous connaissez mieux que moi. Ouais. Et puis, si monsieur a l'aide juridictionnelle partielle, cela veut dire qu'il y aura probablement aussi une consignation. Et donc, on va vérifier aussi si la personne est capable... On va voir ça dans les 10 jours qui viennent. On va voir effectivement, peut-être probablement qu'ils mettront une consignation pour s'assurer que vous êtes vraiment motivé, sûr et certain d'aller au bout de cette plainte. Donc, pour moi, je pense que c'est parce qu'on estime encore en France, et il y a encore des magistrats qui sont sensibles à ça, que toutes les causes doivent pouvoir être entendues, y compris lorsqu'il s'agit d'une cause aussi importante que celle-ci.
En effet. Alors, je vais donner la parole à notre ami Lionel. Là, tu as fait partie des premiers qui ont parlé de cette affaire, avec Christian, évidemment Natacha, Amandine, Xavier, Myriam, etc. Il joue n'oublie encore. Nadine Touzeau. Nadine Touzeau. Le fait que cette affaire soit reprise dorénavant par les Américains, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose, parce que Vas-y. je suis quand même très content de rencontrer David Guyon. Alors je fais aussi, je tiens mon journal du national covidisme depuis le 13 mars 2020, et j'ai regardé dans mon journal, ça me sert d'archive, j'ai entendu parler de David Guyon en novembre 2020, et ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est la chose qui me touche le plus dans cette histoire du Covid, c'est que Maître Guyon a attaqué l'État au Conseil constitutionnel, je crois, ou au Conseil d'État plutôt, sur l'absence de sépulture. Et c'est, en tant que prof de lettres, j'ai enseigné beaucoup l'histoire d'Antigone, que ce soit celle de Sophocle ou d'Anouilh, et j'ai un gros défaut en tant que prof de lettres, c'est que je crois à ce que j'enseigne. Et je me suis rendu compte avec cette tyrannie que je fais partie d'une infime minorité des profs qui croient à ce qu'ils font, qui n'enseignent pas de la merde. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai parlé à un de mes étudiants. Je suis très ému là en plus. Il m'a dit, ah, vous pourriez dire mon nom, etc. Alors, il s'appelle Diego, donc je salue mes étudiants. Bon, salut Diego. Diego. Voilà. Et voilà. Et j'ai même des étudiants qui m'ont dit qu'ils sont allés au gala des pièces jaunes la semaine dernière, qui a été un fiasco. Et qui ont. Je fais une digression dans la digression. D'accord. Ils ont sifflé Brigitte. Et voilà. Et Didier Deschamps. Ils m'ont dit, ah, vous savez, Brigitte, c'est sûr que c'est un homme, elle a une voix d'homme, etc. Je ferme la parenthèse, je reviens à David Guyon. Donc voilà, avoir dès 2020 attaqué l'État sur ceci, voilà, c'est que David Guyon est quelqu'un voilà, qui a une fibre humaine, et le discours qu'il vient de tenir pour répondre à la plainte ne m'étonne pas vu le profil, et j'ai continué à suivre Maître Guyon depuis le début. Il fait partie de ces grands avocats, il y a vraiment des grands hommes, des médecins, des avocats voilà, qui sont formidables. Donc moi, pour en revenir à ta question, donc effectivement j'ai été le premier à relayer l'enquête qui n'était disponible que sur papier de Faits et Documents. J'étais le premier. Je l'ai fait le lendemain de la parution du 5e numéro. Alors ça, pour des raisons historiques qui vont aussi m'émouvoir, puisque il se trouve que mon papa, avec qui j'ai eu des relations conflictuelles et qui est décédé l'an dernier, était abonné dès le premier numéro de Faits et Documents. Donc ça, c'est des hasards. Qu'au début, je voulais pas lire Faits et Documents parce que c'était d'extrême droite. Si tu vois un peu le cheminement que j'ai fait. Bon, et donc là, j'ai fait un article dès le lendemain de la parution, qui a été repris une semaine après par Profession Gendarme. Et c'est à partir de cet article que Natacha Ray a dit publiquement, dans l'émission d'Amandine Roy, qu'elle avait été contactée par des gens des renseignements qui lui ont donné des informations, etc. Blablabla. Après, je ne parlerai plus de Natacha Ray, mais voilà enfin, on la salue quand même parce que Natacha a quand même été importante dans le dispositif. Bien sûr. Voilà. Alors, fondamental. Donc j'ai depuis fait le service après-vente, on va dire, c'est une expression de Xavier Poussard, qui a eu la gentillesse de me dire ça, de l'affaire. J'ai contacté très régulièrement donc la presse, les médias, soit alternatifs, soit mainstream. J'ai interpellé à plusieurs reprises les députés, les sénateurs, tous les députés et sénateurs. J'ai eu parfois quelques réponses. J'ai aussi interpellé les gens de la résistance, entre guillemets. Enfin, j'ai fait le service après-vente, j'ai fait avec mon compagnon Coxix-Rue et mon amie Marilyn Weber, la chanteuse, des sketchs, des chansons, etc. Enfin, j'ai vraiment remué ciel et terre, etc. Eh bien, comme disait Archimède, j'avais le levier, mais j'avais pas le point d'appui, ou le contraire, et on n'a pas réussi à faire bouger la France, parce que il y a des journalistes courageux comme toi, on les compte sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. Et donc, voilà que les États-Unis s'emparent de l'affaire, et Candace. Alors là, on découvre que des gens, des Français, que l'on essayait d'interpeller depuis longtemps, ont découvert l'affaire. Par exemple, enfin je vais pas donner des noms, mais un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Idriss Aberkan, a découvert l'affaire Brigitte le 1er février 2025. Si vous voulez. Alors voilà, en fait c'est la vieille histoire. Hein. Vous savez, dans les années 70, il y avait une expression, il n'est bon bec que de Québec. Maintenant on va la changer, il n'est bon bec que de Candace. C'est comme ça. Il faut que ça vienne des États-Unis, et là c'est bien, il faut en parler. Donc on va voir les médias, même alternatifs, développer la question, voilà, les uns après les autres, et tant mieux. Justement, est-ce que le fait
que ça vienne des États-Unis, cher Christian, ça peut permettre de faire bouger le cocotier. Via Xavier surtout. Via Xavier. Via Xavier aussi. Oui, bah oui, moi je suis pas en contact direct avec Candace, c'est Xavier qui a un contact et qui travaille avec elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de faire une tenaille là. Et la tenaille, elle va être mortelle. Elle va être mortelle. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux en termes de hasard qui n'en est pas un. Candace s'intéresse au dossier déjà depuis plusieurs mois. J'avais un peu repéré, mais de loin, puisque moi j'ai vraiment plongé dans le dossier à partir du mois de juin dernier. Et puis là, le 13 décembre, le dossier tombe, les choses se sont beaucoup accélérées, il y a beaucoup de bousculades. Cette semaine, je suis intervenu sur l'esplanade devant le siège social de France Télévisions, pas très loin d'ici. Ça, c'était samedi après-midi. J'ai été averti à 1h de l'après-midi, s'il te plaît, viens causer avec nous. Vigimédia fait des petites manifestations tous les mois, je crois, devant les grands médias pour les interpeller sur leur médiocrité intellectuelle. Dimanche soir, j'ai fait un live sur TikTok. Hier soir, j'en ai fait un autre. Hier après-midi, j'étais avec Stéphanie Reynaud, Jean-Dominique Michel, Lionel Labosse, bien sûr, Philippe Fortabalabattu, François d'Anglehan, l'avocat de Natacha Charret. Bertrand Scholler. Bertrand Scholler, et puis Stéphane de Charnage, témoin des quais du Rhône à Lyon en 1995, qui a croisé celle qui s'appelait à l'époque Coupe Zizi et qui venait vendre aux prostituées travesties de Lyon le fait de se faire opérer en étant remboursé par les subventions d'une association à l'époque. Témoin qui évidemment a reconnu Véronique de Lyon de 95 dans la personne qui se présente sous le nom de Brigitte en 2017. Il était là hier après-midi et il a repris son témoignage. Et ça fait 3 fois que je l'écoute, et quand quelqu'un me raconte 3 fois de suite le même témoignage sans se planter, j'ai du mal à considérer que c'est un mythomane, vraiment. Et puis aujourd'hui avec toi, demain matin, nous sommes deux, François d'Anglehan et moi, à aller chez Dieudonné, avec aussi Philippe Fortabalabattu qui sera alors, au téléphone. Bref. Tu as un très beau programme, c'est bien. Oui. Je te félicite. Voilà. Dans 3 heures presque, il va y avoir ce nouveau live de Candace Owens. Est-ce que ça viendra des États-Unis parce qu'ici il y a une chape de plomb? Non, elle est en train de se lever, la chape de plomb. Bien sûr que Candace joue un rôle énorme, parce qu'elle a une audience, elle est connue de la planète tout entière aujourd'hui, mais la chape de plomb est en train de se lever. C'est pour ça que je te racontais tout ce programme-là, parce que je suis un peu surpris moi-même. Enfin, je veux dire, j'ai connu d'autres opérations de communication un peu comme celle-là, mais l'ampleur, là, ça s'accélère, la visibilité de la plainte. Tu as posé une question tout à l'heure à David Guillon concernant pourquoi les magistrats réagissent comme ils réagissent. Je me suis laissé dire, et ça on n'en a pas parlé le 26 décembre, c'était trop tôt, je me suis laissé dire le 1er janvier après-midi, un ami me téléphone en me disant « Je viens de parler avec certains de mes informateurs habituels, gorge profonde comme il dit, et je me suis laissé dire que d'aucuns, dans les services de l'État, étaient en train de réaliser que la République, que j'appelle parfois la République en tablier, était en train d'entrer en zone de risque à cause des conneries du gamin. Et que le temps était peut-être venu d'envisager de jeter le gamin sous les roues du camion. » C'est le copain qui parle comme ça, c'est un peu violent, mais c'est une image, évidemment. Et que, ma foi, ta plainte, elle arrange du monde. Elle arrange du monde. Alors, si elle arrange du monde, je n'exclus pas de penser
J'ai deux femmes en face Vas-y, de ouais. moi. Je termine là-dessus, je te laisse. Vas-y. Je me tais après. J'ai deux femmes en face de moi. J'ai Cécile Meyer-Fabre et j'ai Madame Bécuot, je n'ai pas son prénom en tête, Madame Bécuot, qui est la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris. Et dans l'histoire du tribunal d'instance, de grande instance, tribunal correctionnel, tribunal de grande instance de Paris, ça fait très 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 longtemps, si ce n'est jamais, qu'il y a eu une femme procureure de la République. Et c'est une femme qui est issue du terrain et non pas d'un cabinet ministériel. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, comment est-ce qu'elle va réagir? On verra bien dans 15 jours, 3 semaines, on saura. Je remercie Greg Boson qui nous fait un don de 2,49 €. Il est dit « Justice pour Natacha, Amandine et pour le peuple ». Et évidemment, on pense très fort à elle. Alors, cher maître, Candace Owen, sur sa première partie d'émission, a beaucoup parlé de l'entourage du couple présidentiel, en mettant en avant la pédocriminalité de M. Duhamel, de M. Claude Lévesque qui a décoré, je crois, le bureau de l'Élysée. Elle a parlé aussi de l'idéologie transgenriste du fait des cérémonies. Elle aurait pu dire aussi, rappelez-vous, à l'Élysée, lorsque à la fête de la musique, je crois des transgenres venaient, tout ça. Est-ce qu'en effet, on est aujourd'hui à la tête d'un État qui, justement, met en avant le wokisme et ses autres visions progressistes? Est-ce que, voilà, Macron est le représentant de ces gens-là, en fait? Alors, la première chose en prélude qu'on peut dire, c'est que Candace Owens a une vraie liberté de parole. Et ça fait un peu de bien parce que vous avez compris ici que tout aussi nombreux que nous sommes, demain on pourrait très bien venir nous poursuivre pour diffamation. Donc ça c'est un des risques et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'est pas très nombreux. Justement, tiens, le courrier qu'elle a reçu de la part de l'avocat de M. Macron, d'ailleurs dont on se demande qui le paye, est-ce que c'est M. Macron qui paye l'avocat de son propre argent ou est-ce que c'est nous qui le payons? Est-ce que en Amérique, elle peut être condamnée comme ça pour diffamation? Non, parce que aux États-Unis, il n'y a pas de diffamation. Donc vous pouvez dire toutes les abominations possibles, vous ne serez pas poursuivi. Mais comment expliquer alors cette erreur de la part des avocats de Macron? L'intimidation, ça coûte toujours rien, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Donc probablement que c'était un coup de pression, mais avec connaissance de cause, ça pourrait pas forcément aller beaucoup plus loin. Une deuxième lettre est arrivée ce soir. Candace a envoyé un post sur Twitter. Donc ça veut dire quoi? Deux courriers, des courriers de 100 pages, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Moi, je serais quand même surpris. J'imagine que c'est nous qui payons cet avocat. Alors, ça me permet de rebondir sur le statut de la première dame de France, qui en fait n'en est pas un. C'est-à-dire que si vous pouvez aujourd'hui faire un procès avec Brigitte Macron, c'est parce que contrairement au président de la République, elle ne bénéficie pas d'une irresponsabilité. Donc c'est un citoyen lambda. Si vous aviez décidé d'attaquer directement le président de la République, vous n'auriez pas pu, puisqu'il y a effectivement une irresponsabilité absolue. Donc ça, c'est une première information. Vous pouvez entrer en litige avec Brigitte Macron à l'occasion notamment d'un procès pénal. La deuxième chose, Candace Owens effectivement est soumis au droit américain, le droit français ne s'applique pas à Candace Owens. Sauf si elle vient un jour en France, dans ce cas-là, on appliquera la loi française. Mais à partir du moment où ses propos sont tenus aux États-Unis et qu'elle est aux États-Unis, la loi française n'a aucun impact sur elle. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle peut parler aussi librement. La troisième chose, effectivement, dans ce type de procès, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça prend une telle ampleur. Parce qu'après tout, il suffirait pas grand-chose pour que Brigitte Macron puisse finalement mettre fin à la polémique. Et je pense qu'à mon avis, dans sa stratégie de communication, cette solution a pu être évoquée. Alors, on va essayer de voir plusieurs scénarios. La première, c'est qu'on rappellera présomption d'innocence. À supposer qu'elle ait commis une infraction, elle est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, et donc c'est au demandeur, au plaignant de rapporter la preuve. Elle n'a donc pas à démontrer qu'elle est véritablement une femme. C'est important de le rappeler, ce n'est pas à elle de le démontrer. Ça, c'est la première stratégie qui semble être celle qui est utilisée, c'est-à-dire je n'ai pas à démontrer que je suis une femme, si vous me cherchez, vous me trouverez, vous n'avez qu'à effectivement faire rapporter la preuve. La deuxième chose,
elle pourrait décider dans sa communication de sortir en ville ou de faire une conférence de presse avec directement son frère dont elle est supposée avoir pris l'identité ou inversement. C'est pas la solution qui a été faite. Bon, ce qui est dommage parce que, encore une fois, ça permettrait de mettre fin tout de suite dans l'immédiat, dans les secondes qui suivent, à tout le sujet dont on est en train d'évoquer aujourd'hui. Et la troisième situation, la troisième option qu'elle a, c'est peut-être qu'elle ne rebondit pas dessus parce que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt et donc ça permet de rebondir. Effectivement, si Emmanuel Macron aujourd'hui était marié à une personne qui a fait une transition de genre, j'utilise bien le conditionnel, évidemment que ça pourrait expliquer pourquoi on a en France depuis à peu près 7 ans des idées très progressistes qui sont mises en avant, notamment, et je le rappelle, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un cheval de bataille que je mène, l'éducation sexuelle des enfants. Où on apprend à des très jeunes enfants, effectivement, à des propos et des pratiques qu'ils ne devraient pas pouvoir connaître à cet âge-là. Et je rappelle que ça coïncide, comme de par hasard aussi, avec cette loi qui interdit aujourd'hui ou qui rend quasiment impossible l'instruction en famille, qui est également un de mes chevaux de bataille parce que clairement, aujourd'hui, si j'avais des enfants, j'aimerais pas les mettre à l'école. L'école publique aussi, L'école et publique. même privée. Hein. Même privée, parce que Ouais. c'est les mêmes programmes. Hein. Merci, cher maître. Alors, je remercie Fleur de Lys qui nous fait un don de 2 €. Elle écrit « France est égale Sodome et Gomorre ». Cher Lionel, je sais que tu vas rebondir dessus, mais je sais que tu as aussi 2-3 petites infos à nous donner. Peut-être qu'on va montrer. D'abord, la rebondit peut-être sur ce qu'a dit Maître Guyon. Oui, déjà, Maître Guyon, je crois que dans la plainte Cotten, et nulle part, il n'est reproché à Madame Brigitte Macron d'avoir changé de sexe. C'est pas du tout la question. Ce sont d'autres, ça ne figure pas, des trombois. Oui, d'accord. Ça ne figure pas du tout dans la Voilà. plainte. Hein, On précise. Moi, vous parlez d'éducation à la sexualité. Moi, j'ai été référent de l'éducation à la sexualité dans le domaine de la lutte contre l'homophobie entre 1997 et 2014 à peu près. Au début, c'était, je me faisais convoquer dans le bureau du proviseur parce que c'était pas bien. En 2014, j'ai arrêté parce que c'était devenu à la mode et ça m'énervait. Voilà. Donc l'éducation à la sexualité non perverse, je la connais. Maintenant, c'est devenu quelque chose de pervers. Donc évidemment, ça me scandalise et ça me scandalise d'autant Bien plus sûr. que j'étais référent de ça, j'étais identifié à ça. C'est pour ça que mon site d'ailleurs s'appelle altersexualité.com. Et maintenant, en fait, je passe pour complice de ces gens-là. Donc je suis obligé de me désolidariser en disant non, ce sont des pervers. Ils ont complètement corrompu une juste cause. Hein. Lutter contre l'homophobie et contre la transphobie aussi. C'est pas du tout inciter les gens à changer de sexe et donc à une mutilation sexuelle. Là, j'ai vu justement sur aujourd'hui sur les sites professionnels, hein, on reçoit des informations des syndicats et les syndicats évoquent voilà les changements de genre, les changements de sexe, etc. Mais ça ne fait pas partie de ce qu'on est censé faire. Enfin, c'est scandaleux quoi, d'inciter les gamins à partir de 16 ans à changer de sexe. Et j'ai écrit un article récemment. Je suis en conflit avec le chef d'établissement et donc j'ai écrit à l'inspecteur et j'ai évoqué un certain nombre de faits, mais on m'interdit en fait de faire venir un écrivain parce que c'est un écrivain connu d'ailleurs qui critique le wokisme. Mais j'ai répondu, mais en fait, l'institution interdit à un écrivain de parler du wokisme, mais on est sur le point d'autoriser et de financer des gamins à partir de l'âge de 16 ans, c'est le projet de la Haute Autorité de Santé, de changer de sexe. Mais c'est abominable, alors qu'il est interdit de faire un tatouage avant 18 ans. Enfin, on marche vraiment sur la tête. Moi, je ne veux plus participer sans rien dire à cette éducation perverse. Alors dis-nous, tu m'as envoyé quelques scans. Oui. Et donc, on va commencer à les montrer, on va commenter, parce que on a quelques informations, on va avant dire. De venir à l'éducation sexuelle, je voulais revenir peut-être, parce que on aurait dû le faire tout à l'heure, à la presse, on pourrait montrer, alors je sais pas si tu as sélectionné les parodies de Charlie Hebdo qu'on a fait. Oui. Alors, il y a la parodie de Charlie Hebdo. Parce que, récemment, on a fait avec notre équipe Précibus, avec notre ami. Alors, je salue juste Léo L, qui nous fait un don de 5,99 €. Mais il nous dit un message qui est pas très gentil. Chassez-moi vite le
Tocard et bon, c'est pas très gentil. En tout cas, le cœur y est. Merci, cher Léoël. Vas-y. Voilà. Alors, donc j'en étais, tout est pardonné. Donc on a fait avec notre équipe de Pressibus, notamment avec notre ami Hortense Michu, qui est une transgenre moldave, qui a des souvenirs d'avoir été sur les genoux de Jean-Marie Le Pen au cabaret Michou. Enfin, voilà, elle raconte ça avec des sanglots dans la voix. Et donc, on a fait des parodies de Charlie, puisque en fait, tous ces gens-là qui sont en train de dire que de s'adresser à Candace Owens en disant que c'est abominable de critiquer Brigitte Macron sur le fait qu'elle ait changé de sexe, etc. Ils étaient là à nous faire défiler, c'était en 2015, on a fêté les 10 ans, parce que c'était super bien de montrer le prophète Mahomet, le cul à l'air, etc. Donc on peut blasphémer le prophète d'une religion à laquelle adhèrent 4 millions de nos concitoyens, ou nos compatriotes éventuellement, mais pas la fameuse première dame. Donc au pays de la mazarinade, je sais que le président a dit qu'il n'y avait pas de culture française, mais on est quand même dans la mazarinade, on a le droit, c'était à l'époque de Louis XIII, et je peux vous garantir que les mazarinades, ou même à l'époque de l'affaire Dreyfus, les caricatures, c'était 10 fois pire que ce que fait Charlie Hebdo. Donc il y avait voilà, on a fait celle-ci, on en a fait d'autres un peu plus osées, mais que tu refuses. Alors par contre, ce qui est très intéressant au niveau de la presse, c'est que Charlie Hebdo cette semaine a publié un article. Je ne refuse pas. On montre certaines parties intimes et je pense que YouTube n'accepterait pas de les montrer. Voilà, c'est ça, précise-le. Charlie Hebdo cette semaine a fait un article pour vilipender Candace, extrême droite, blabla, enfin le baratin habituel. Et ce qui est amusant, c'est qu'autant l'article. C'est drôle que Charlie Hebdo soit comme ça avec l'État. Oui, hein. Ah bah, ça, je trouve ça quand même drôle. Hein. Alors autant l'article est complètement délirant, autant le dessin qui l'accompagnait. Alors j'en ai fait une version floutée. Est-ce que tu l'as gardée ou pas? Oui. Oui. On pourra peut-être la passer. À la plage. Parce que à la plage et le dessin est formidable. C'est du meilleur Charlie Hebdo. Et là, on sent qu'en fait, ils voulaient dire un truc. Ils ont laissé le dessinateur le dire, et le dessin dit exactement le contraire de l'article. C'est-à-dire c'est un des meilleurs dessins que j'ai. Je les collectionne. Hein, j'en ai collectionné pour l'instant. Désolé, je ne l'ai pas. J'en suis à peu près à 800. Enfin, les gens le trouveront facilement. Voilà, ils le trouveront. Voilà. Mais donc c'est Brigitte sur la plage avec. Voilà, il est là. Voilà. Enfoui sous le sable et voilà, on a un peu flouté la partie au milieu. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Le minaret, on est dans Charlie Hebdo, c'est un minaret. Et en fait, c'est un des meilleurs dessins, c'est le meilleur Charlie Hebdo. Et en fait, là aussi, il joue avec Brigitte, c'est-à-dire que le dessin dit ce que le texte n'ose pas dire. Et puis, je voulais montrer éventuellement, alors attends, sur la presse, où il y a quand même, dans les grands journalistes et les grands penseurs de la France républicaine, il y a quand même Michou et Frey. Pas les penseurs. Michou et Frey, un grand philosophe. Vous connaissez Michou et Frey. Et alors, dans son journal, Front Populaire, vraiment de gauche, souverainiste, etc. Donc, il nous a montré l'extrême droite. Stéphane, c'est le dernier que je t'ai envoyé. Là. Voilà. L'extrême droite la plus bête du monde, celle qui ose critiquer Brigitte. Est-ce que tu l'as retrouvée? Est-ce que tu l'as? On est en direct, hein, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un hommage à notre immense philosophe. Front Populaire qui se la joue très rebelle. Je sais pas, j'arrive pas à lire là, mais des nouvelles. Brigitte Macron à Jean-Michel Trogneux, des nouvelles de l'extrême droite la plus bête du monde. Donc le philosophe le plus intelligent du monde, en lice pour le prix Nobel de philosophie. Il explique notre ami Onfray que le Christ n'existe pas. Oui, enfin des choses comme ça. Mais enfin, c'est un des bêtises, on peut dire. Bien évidemment, il n'arrive qu'à la cheville de l'immense Bernard-Henri Lévy. Mais voilà, donc c'était un petit hommage en passant. Voilà. Donc maintenant. Je sais pas si j'enchaîne sur donc les propos de Candace Owens parce qu'il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Donc fais tes 2 points et après je donnerai la parole aux amis. On peut en faire un déjà et après le deuxième. Donc je voulais revenir déjà sur l'affaire du Hamel, parce qu'elle est revenue et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'en fait j'ai collaboré avec François en 2020 à l'époque de ma première collaboration, c'était en fait une étude clinique du fonctionnement de Wikipédia à propos du film Hold Up de Pierre Barnerias, c'est-à-dire que le jour même de sa sortie, il a été traité complotiste, etc. Et moi, il se trouvait que j'étais collaborateur de confiance, de Wikipédia, parce que j'y collaborais depuis plus de 10 ans, donc j'avais fait des centaines d'articles, enfin vraiment, j'y consacrais beaucoup de mon temps. Bon, maintenant je consacre mon temps à mes propres articles, mais donc ils m'ont viré. Mais en fait, j'ai suicidé le collaborateur que j'étais en essayant de sauver Hold Up. Mais donc du coup, ça m'a permis de voir exactement comment ça fonctionnait. Et là, c'est vu de l'intérieur.
l'autre jour dans l'émission de Nicolas Stocker avec Didier Raoult, avec le général de la Ward, Didier Raoult a parlé justement de la censure sur Wikipédia et je lui ai envoyé mon article parce que voilà, moi j'ai vraiment l'exemple de vu de l'intérieur comment ça marche. Et après j'ai fait entre autres un article sur l'affaire du Hamel. À l'époque j'étais loin de me douter parce que en fait j'ai pas la télé et ces gens-là je ne veux même pas les voir, donc j'étais loin de me douter que Brigitte était un homme, mais je savais qu'il y avait la différence d'âge et en tant qu'enseignant ça me choquait quand même. Et en plus en tant qu'enseignant qui défendait la lutte contre l'homophobie, etc., ça me choquait parce qu'on peut pas mélanger les choses. Si vous voulez, on peut pas être sérieux. Si on détourne un mineur, on peut pas être sérieux. Si on fait l'apologie du détournement de mineur, on peut pas être sérieux. Et donc sur l'affaire du Hamel, j'avais fait tout un article qui était aussi pour le défendre, parce que pour moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est aussi les effets de bouc émissaire, les phénomènes de bouc émissaire, parce que j'ai lu René Girard, etc. Et dès qu'il y a un phénomène de bouc émissaire qu'on jette sur une personne, j'ai peut-être un avocat caché en moi, j'ai envie de défendre cette personne, y compris Olivier Duhamel. À l'époque, je savais pas qu'en fait c'était beaucoup plus important que prévu. Il y avait tout le réseau de Sciences Po, etc. Je savais pas, donc je me dis c'est quand même bizarre cette Camille Kouchner qui est maquée avec un éditeur du Monde et qui, comme par hasard, sort un livre, alors que moi j'arrive pas à publier mes livres, si tu veux. Voilà, donc j'ai défendu, mais en le défendant, j'ai dit mais si on attaque Duhamel sur l'âge de 14 ans, alors faut aussi attaquer la fameuse première dame. J'ai fait le parallèle. Et donc là, je suis content que ça revienne. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as attaqué ? Et bah du coup, Azalbert, pour des raisons tout à fait justifiables, hein, c'est pas seulement Azalbert, mais c'est aussi son collègue. Ils ont refusé l'article. Enfin, ils me demandaient à chaque fois des précisions, etc. Bon, ils avaient peur, mais c'était justifié parce qu'après ce qu'a subi Azalbert, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que dans l'affaire Duhamel, la réseau Sciences Po, évidemment, Sciences Po, c'est l'intelligentsia de ce pays, c'est la rive gauche, c'est Saint-Germain. Deuxième chose, l'affaire Marie-France Pizier. Oui. Alors, je crois pas qu'elle en ait parlé, Candace. Vas-y, on va continuer alors. Je termine parce que... ça n'avait pas terminé, excuse-moi. Oui, si Stéphane peut lancer le visuel sur le journal Le Temps, le journal suisse Le Temps, sur l'affaire Olivier Duhamel. Et là, j'avais pointé à l'époque une phrase qui était alors dans le processus de justice, dans le processus d'enquête. Je l'ai écrite, je l'ai entourée en jaune dans cet article du Temps. C'est que l'enquête visait à identifier toute autre victime potentielle. Et ça, c'est très important. Et Maître Guyon pourra reprendre la parole, je pense après, pour des précisions. C'est-à-dire que quand vous avez un cas qui est mis au jour, même après l'époque de la prescription, l'enquête cherche d'autres victimes possibles qui ne seraient pas couvertes par la prescription. Donc c'est ce qui m'avait intéressé dans ce dossier du Hamel. Et alors, il se trouve qu'il y a 15 jours, justement par rapport à cette histoire de conflit avec le chef d'établissement, je suis tombé, puisque je suis originaire de Lyon, je suis tombé sur un article de Lyon Républicaine que notre ami Stéphane pourra retrouver. Il y a une histoire d'un curé qui avait été convaincu d'avoir des relations avec une mineure âgée de 14 à 18 ans, et c'était dans les années 1987 à 1991, c'est-à-dire en gros 1 an, 2 ans avant l'histoire de notre première dame. Et donc c'est prescrit, mais dans le même article, il y a, j'ai entouré en jaune également, c'est l'archevêque qui avait diligenté une enquête et donc excommunié le prêtre, et sa réflexion avait été il y en a combien dans cette affaire. Donc on constate que c'est la même chose. Et donc moi, quand j'ai écrit à mon inspecteur pour me plaindre du fait que le proviseur ne voulait pas que je reçoive cet écrivain, j'ai dit mais Madame la soi-disant première dame, si on regarde son agenda officiel sur le site de l'Élysée, au mois de, alors je sais plus si c'est novembre ou décembre, elle avait fait au moins 3 visites dans 3 établissements scolaires auprès de mineurs. Et c'est la raison pour laquelle, déjà, dans la dernière émission à laquelle j'avais participé avec toi, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, je m'étais scandalisé, moi, en tant qu'enseignant. Je ne comprends pas que, tant qu'on n'a pas investigué pour savoir si, justement, il n'y a pas d'autres victimes potentielles, il y en a combien dans cette affaire, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a commis une atteinte sexuelle sur mineur entrer dans un établissement scolaire ou dans tout endroit où il y a des mineurs ou des enfants. Merci à toi, cher Lionel. Justement, réponse juridique. Après, j'aurai une question à Christian. Cher David. Qu'est-ce qu'il en est justement à ce niveau-là ? C'est un sujet délicat, c'est la prescription. On considère qu'à partir d'un certain moment, effectivement, la personne qui aurait commis une infraction échappe à toute responsabilité par l'effet du temps. Parce que si elle n'a pas été condamnée entre-temps, c'est qu'on estime qu'elle n'a pas causé un tort suffisant à la société et que par conséquent, comme le temps a passé et que cette personne a vécu une certaine précarité, elle a payé sa dette.
Donc c'est des choix de société qui ont été faits. On sait qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Et effectivement, moi Au niveau fisc, c'est beaucoup plus long pour la prescription. Je sais pas, je remarque. Au niveau de la pédocriminalité, c'est court, mais au niveau du fisc, c'est très très long. 30 non ans, c'est pas court. 30 ans, c'est pas court. Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai que ce type de sujet qui est la pédophilie, notamment en famille, on sait très bien que on ressort ces vieilles histoires souvent bien trop tard, surtout au moment où les gens ont disparu ou ne sont plus sous l'emprise psychologique. Donc moi, je fais partie de ces avocats qui militeraient pour que ce type de crime soit imprescriptible. Et à partir du moment où on découvrirait les faits, que vous ne puissiez jamais reposer en paix sans avoir payé pour vos crimes, surtout lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles à des sur des mineurs, et encore plus lorsque c'est en famille. Parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui gangrène la société française lourdement. Mais effectivement, ici, c'est une réflexion assez intéressante que je n'avais pas forcément fait en termes de... sur le plan intellectuel, mais c'est vrai que c'est inquiétant qu'il n'y ait pas eu d'autres investigations pour voir si d'autres atteintes, d'autres crimes n'auraient pas été commis. Mais je rappelle aussi que le postulat de départ pour la presse mainstream, c'était que finalement, il n'y avait quasiment pas d'infraction, parce qu'il était quasiment majeur, et que finalement, l'infraction aurait quasiment disparu. Bon, c'est méconnaître aussi le fait que tout d'abord, les infractions sexuelles, effectivement, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de répression pénale avant, mais cette exception tombe dès lors qu'il y a une autorité de droit ou de fait. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes un parent et que vous couchez et vous avez un rapport sexuel avec un mineur entre 15 ans et 17 ans, avant l'âge de 18 ans, vous êtes en infraction. Mais si vous êtes également un professeur, vous avez une autorité de fait, c'est également une infraction. Donc là, typiquement, on a une infraction qui a été reconnu, en tout cas qui a été investigué, parce qu'ils ont joué avec les dates. Et on a ici une absence visiblement aussi d'investigation supplémentaire, avec aujourd'hui, on le sait, un couple présidentiel qui prend beaucoup de législation sur les mineurs, notamment par l'éducation sexuelle des enfants, l'instruction en famille, et vous le dites, il y a effectivement beaucoup de causes qui est embrassée par le couple présidentiel sur la question des mineurs. Donc c'est une vraie réflexion sur laquelle j'avais pas forcément réfléchi avant l'interview. Ouais. Je suis désolé, cher Christian, mais il faut que je demande à Lionel, comme il a les billes là-dessus, est-ce qu'on est sûr que c'est 14 ans ? Alors, ça a été publié. Alors, ça a été publié par Le Monde, Libération, et on a une archive qui date de 2017 ou 2018, je ne sais plus, de Gaëlle Lebrun, qui a été l'une des premières à écrire un livre sur Brigitte. Alors j'ai oublié le titre Brigitte Lafranchi, quelque chose comme ça. Et il y a une émission sur RMC avec une autre personne, et on l'interroge, et elle dit le chiffre 14 ans. Donc c'était bien en je crois que c'était 2018. Elle dit le chiffre 14 ans, et l'une des intervenantes qui était en face d'elle, dont j'ai oublié le nom, se scandalise. Enfin, elle savait déjà le truc. Elle dit, mais moi, si j'avais mon enfant qui m'apprenait qu'il sort avec son prof ou sa prof, j'irais lui crever les pneus de sa voiture. Elle était scandalisée. Ça, c'est en 2018. Et depuis, tous ces journalistes, ils ont oublié. Ils ont la mémoire qui flanche, ils se souviennent plus très bien. Et alors, j'aurais voulu que Stéphane nous sorte l'article de Midi Libre, là. De 14 ans parce que là, il date de l'an dernier, de cette année, de 2024. Et là, il s'agit d'un professeur de lettres, comme votre serviteur, qui a un peu déliré sur une gamine de ses élèves âgés de 14 ans. Et le gars a 44 ans. Donc on est un peu dans, on est dans le 14-44. Et c'est actuellement. Donc il a été... Qu'est-ce qu'il risque, ce monsieur ? Alors je sais plus trop ce qu'il risquait, c'est dans l'article, mais c'est pas ça qui m'intéresse, parce que en fait, tu me disais en aparté, mais est-ce qu'il y a eu relation, est-ce qu'il y a eu consommation, etc. C'est pas le problème, parce que si vous lisez en bas de l'article, là, le dernier paragraphe, le gars, enfin mon estimable collègue, enfin avec la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice ait été faite, il reste estimable collègue, il voulait avoir des enfants avec elle, faire des voyages. Donc en fait, vous voyez, c'était un type qui délirait, je pense. Je sais pas, je connais pas du tout l'histoire, mais il y a pas du tout de consommation. C'est-à-dire que je pense que les parents se sont rendus compte, ils ont porté plainte et ils ont bien fait. Ce que n'ont pas fait les parents de Macron, ça c'est ce qui nous a été rapporté par la presse. Ils étaient retournés, c'est ce qu'a dit Emmanuel Anison, etc. C'est ce qui est dit dans l'article du Monde qui est sorti récemment. Et donc ils n'ont rien fait. Ils ont bien eu tort. Et donc là, le collègue va être jugé. Je pense que il aura une sanction méritée. Et heureusement que cette sanction est
arrivé avant tout acte de consommation. Heureusement pour la gamine surtout, et pour le collègue aussi. Voilà. Et moi, je voudrais revenir, excuse-moi pour terminer, sur l'article, dans l'article du Monde, et je sais plus, c'est aussi dans l'article de Libération sur l'interview avec Emmanuel Anison, c'est cette année. Ils ont utilisé le mot connu. Alors on va montrer l'article d'Anison. Ah, tu l'as? Ah oui, tu l'as. Oui, on l'a. L'affaire illustre. Ah oui, je te l'avais envoyé aussi, oui. Le brouillard des lignes. Voilà. Vas-y. Enfin, c'est même pas là où c'est entouré. Oui, c'est à gauche. C'est à gauche, sous la photo. Alors, je sais plus si c'est dans cet article qu'il y a le verbe connu. Ils se sont connus alors que c'est dans cet article, il avait 14 ans. Et dans le Monde, c'est le verbe. Alors, si on peut faire un petit zoom sur sous la photo interview là. Non? Ah bah attends, bon c'est pas grave. On peut pas techniquement. Du coup, en tout cas, le verbe connu a été utilisé. Bon, je suis prof de lettres et puis on connaît quand on a un peu de lettres que dans la Bible, le verbe connaître est un euphémisme pour avoir des rapports sexuels. Donc Adam connut Ève, etc. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome ont dit mais à Lot, mais fais sortir ces hommes qui sont venus de ta maison pour que nous les connaissions. Et dans d'autres traductions, c'est pour que nous couchions avec eux. Donc, le verbe connu, il est clair. Hein, c'est un journaliste bien formé, journaliste, reporter, avec le titre de grand reporter, comme Ariane Chemin, qui est l'une des rédactrices de l'article du Monde, n'utilise pas le mot connaître par hasard. Voilà, mais en tout cas, qu'ils aient couché ou pas, on s'en fiche. Voilà. Alors, après, je pourrais revenir plus avec un développement sur l'âge de consentement. D'autant qu'avec ce couple qui s'est connu, alors qu'Emmanuel Macron avait 14 ans et Brigitte Trogneux 39. Donc là, on est dans la Bible. La lutte, elle dit bien, la lutte contre la pédophilie, c'est superposé sur son obsession. Bon. Alors, écoutez, on va faire une petite pause des annonces et je donnerai évidemment la parole à un estimable ami, Christian Cotten. Et j'en m'en excuse auprès de lui. Allez-y. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable. Merci à vous d'être aussi nombreux, déjà 16 000 personnes en direct, merci beaucoup. N'oubliez pas, adhérez à la lettre géopolitique profonde, d'estimables auteurs, Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, Franck Pemgam et tant d'autres ont écrit ce mois-ci. Allez-y, adhérez au club de géopolitique profonde, vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Cher Christian, qu'est-ce que toi tu attends comme peut-être révélation ce soir à 22h de la part de Candace Owen, et je crois que Candace Owen sera avec Xavier Poussard. Qu'est-ce que tu en attends? C'est ce que je pense aussi. Xavier m'a demandé de ne pas en parler. Donc je n'en parlerai pas. Mais le peu qu'il m'en a dit me permet quand même de dire qu'il y aura une bonne surprise. C'est-à-dire quelque chose qui ira vers la démonstration peut-être définitive, ou qui va ressembler à une démonstration définitive, que Brigitte, c'est Jean-Michel. C'est-à-dire que tu penses que ce soir, on saura? J'en ai bien peur. Qu'est-ce qui te fait dire ça, à part ce que tu as dit ce que m'a dit Xavier me suffit, oui. Et le fait que... Et puis on a déjà tellement de preuves. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un faisceau de preuves cohérent. On n'a pas de preuves, on a des indices plutôt. Non. On peut pas dire. Non. ChatGPT nous a offert il y a 3 jours, ça c'est l'équipe de Précibus, je crois que Lionel y a participé. ChatGPT nous a offert plusieurs dizaines de pages. Le point de départ, c'est la comparaison de la voix de Véronica et de la voix de celui qui se présente sous le prénom de Brigitte. Une voix, c'est une empreinte digitale. Les chanteurs lyriques nous le disent et nous le répètent, aucun être humain n'a la même voix qu'un autre. Et ChatGPT, ce n'est pas Lionel qui le dit, ce n'est pas Précibus, ce n'est pas Cotten, ce n'est pas Xavier Poussard, ce n'est pas Natacha Ray, c'est l'intelligence artificielle, qui est un truc monstrueux qui fait peur à tout le monde, mais qui nous rend quand même parfois quelques services. Et là, ChatGPT, précisément, a comparé la voix de Véronica, la voix de l'autre.
nous a fait un premier rapport de 10 pages avec tous les paramètres techniques. Alors, ne me demande pas lesquels parce que je ne les ai pas mémorisés. Il faut regarder ça. Tout cela est sur le site de Précibus et moi j'ai fait les liens également sur Twitter. Et la démonstration de la comparaison des voix, la conclusion en 2 phrases, c'est oui, c'est la même personne. Avec une petite modification liée au passage du temps. Parce que entre 77 et maintenant, il y a évidemment une petite différence dans l'évolution de la voix, mais ce sont les mêmes voix. Donc voix, déjà, moi j'ai cette preuve-là. Hormis la voix, qu'est-ce qui pourrait sortir ce soir? Xavier a déjà beaucoup travaillé sur les comparaisons de photos. C'est vrai. La voix, les photos, et puis tout le reste, toutes les plaisanteries, les attitudes, les seins qui tombent... etc. Tout ça va. C'est vrai que là, t'as raison sur une chose aussi, c'est que on a par exemple Madame Macron qui parle de son film préféré, Certains l'aiment chaud. Par exemple. Ou. Et oui, alors est-ce que tu comprends? Toi qui es justement dans la psychologie, oui, est-ce que tu comprends la perche au psy. que Madame Macron et Monsieur Macron aussi lancent comme ça des indices parce que mentir tout le temps à tout le monde, à la fin, ça devient très pesant. Et puis on se plante. C'est un subconscient? On peut parler d'actes manqués, on peut parler de lapsus. Les actes manqués ont pour principale caractéristique d'être parfaitement réussis. C'est pour ça qu'on les appelle actes manqués, d'ailleurs. Mais est-ce que... Si j'essaie de convaincre la planète entière que je suis une femme et que je me promène en maillot de bain, je vais pas être grossier, mais enfin bon, le fameux maillot de bain bleu, c'est une grande blague. Et puis il y en a d'autres comme ça, c'est pas le seul. Un enfant qui ment, il va mentir un certain temps, il va mentir peut-être à maman, mais au bout d'un moment, il va avoir du mal à mentir à toute la famille, tout le temps. Et il va lâcher des indices. C'est le principe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le contrôle constamment. Non, c'est impossible, ça. C'est impossible. Ce sont les criminels qui finissent au bout de 5 ans, 10 ans, où ils se cachent, où ils truandent la police, la famille du mort, etc., qui, au bout d'un certain temps, finissent par lâcher des indices. Parce que quelque part, ils veulent en finir. Moi, je comprends certains des comportements de monsieur Jean-Michel Trogneux cachés sous l'identité de Brigitte, je les comprends comme des appels au secours. C'est ma façon de les comprendre. Maintenant, ça ne change rien au fait qu'il faut mettre hors d'état de nuire ces gens-là parce qu'il y a eu trop de dérives, là, c'est beaucoup trop grave ce qui s'est passé pour la population française. Juste un petit point de détail, qu'il y ait eu consommation à 14 ans, à 16 ans, à 17 ans ou à 17 ans et 364 jours, au regard de la loi, ça ne change strictement rien. Dans la mesure où, comme le dit Maître Guyon, il n'y a personne en situation d'autorité. Cher maître, est-ce que la voix peut être une preuve, comme l'a expliqué notre ami Christian? Alors, la première chose, c'est important de le préciser pour ceux qui nous regardent, ce qui est reproché à Brigitte Macron, ce n'est pas, dans l'hypothèse où ça aurait été le cas, la transition de genre. Non, évidemment, oui, bien sûr. Je dois le rappeler parce que je sais qu'on aura des détracteurs, donc ça me paraît important de le rappeler. La deuxième chose, en matière pénale, si on cherche à démontrer la culpabilité d'une personne, le doute profite toujours à l'accusé. J'entends qu'on indique qu'il y aurait donc l'IA qui aurait permis de démontrer une concordance assez précise de voix, mais on sait aussi que l'IA peut se tromper. Et on sait que l'IA n'est pas parfaite. Votre oreille se trompera pas plus que l'IA. Et à l'oreille, on a le même résultat que l'IA. Là, je me fais l'avocat du diable. Oui, j'ai bien compris. Oui, on doit être aussi juridiquement béton aussi. Hein. Et donc, la défense, si effectivement on en va jusqu'à là, jusqu'à un procès, ce sera de démontrer que, en réalité, vous ne rapportez pas la preuve des infractions que vous lui reprochez. Et donc, dedans, il y aura forcément le débat sur l'IA, est-ce qu'il est suffisamment fiable, est-ce que évidemment, ça suffit à démontrer la transition de genre et donc derrière les infractions qui lui sont reprochées. Ça sera un vrai débat. Mais retenez bien, le doute profite toujours à l'accusé.
Donc à mon sens, ce soir, lorsque Candace Owens prendra la parole, il faudra un peu plus qu'une reconnaissance vocale pour démontrer les faits qui sont reprochés. Je crois qu'il y aura plus. Il y aura plus. Donc voilà, on tease, là, vous avez vu? Ah bah oui, mais Alors bon, certains me disent c'est 21h, enfin moi je vois sur le YouTube, que c'est 22h, hein, donc voilà, donc Oui, c'est 22h, hein, on précise. Hein. c'est 16h aux États-Unis et Voilà. 22 en France. Tiens, j'ai une question à vous poser à tous les trois, et je vais montrer quelque chose, c'est Jean-Jacques Trogneux. Voilà. On va montrer la photo de Jean-Jacques Trogneux, et je veux poser cette question parce que moi, vous savez que j'ai, en tant que journaliste, des fois, j'ai des soirées de journalistes, et on me dit, ah ouais, pourquoi tu t'occupes de cette affaire et tout? Et moi, je m'en occuperai tout le temps de cette affaire, sachez-le, les amis. Et je leur pose cette question, Jean-Jacques Trogneux. Qui est Jean-Jacques Trogneux? Jean-Jacques Trogneux est le neveu de Brigitte Macron, dite pour l'instant Brigitte Trogneux, pour l'instant. Ça veut dire qu'elle est, voilà, c'est le neveu de Brigitte Macron. Théoriquement, Jean-Jacques Trogneux n'a pas de lien de sang avec Emmanuel Macron. Pourtant, ça c'est son LinkedIn, hein. Ça veut dire que c'est pas une photo truquée, c'est LinkedIn. À qui ressemble Jacques Trogneux? Ah, répondez-moi. Ouais, bon, voilà, mais pas terrible. Hein. Cher maître, à qui ressemble Jacques Trogneux? Alors moi, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable. Oui. C'est pas la première fois. D'accord, non mais répondez-moi juste, à qui ressemble Jacques Trogneux? Il y a effectivement un air de famille, mais encore une fois, je le précise. Vous précisez, très bien, très bien. Puisque il y a quand même une grande majorité d'enfants de couples dont les pères officiels ne sont pas les vrais pères. C'est vrai. Mais alors, moi je pose la question, si demain, cher Christian, qui est un tombeur de femmes, ta femme vient te voir et te dit, mais mon Christian, voilà mon neveu, et le neveu de ta femme, c'est ton sosie. Et pareil pour David, pareil pour Lionel. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment on peut répondre à cette question-là? Je considère qu'à un certain endroit, démontrer A, B, C, ça va être le job d'un juge d'instruction. Déjà. Ça, c'est le postulat un peu que j'ai utilisé pour ma plainte. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre. Mais très volontairement, lorsque j'ai plongé dans le dossier de Précibus, 350 pages d'une très grande richesse, avec quantité d'hypothèses, certaines très probables, d'autres moins probables, d'autres peu probables, il y a un certain nombre de données que je n'ai pas voulu aller voir et je ne me suis pas intéressé véritablement à savoir qui a couché avec qui. Oui, mais est-ce que ça... Parce que c'est pas vraiment mon problème. D'accord, Donc du coup, mais c'est vrai que ça fait 25 fois que je vois cette photo, que j'ai un petit peu de mal à ne pas me poser de questions. Moi, je pense qu'il y a la clé aussi de cette affaire vient de Jean-Jacques Trogneux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel. Je suis d'accord avec toi, Mike. Lorsque on démontrera pourquoi Jean-Jacques Trogneux ressemble à son oncle par alliance, je pense qu'on démontrera quelque chose. On aura fait un grand progrès. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, déjà, je voudrais dire à Maître Guyon qu'on ne dit pas le mot diable sur un plateau de télévision, on dit l'avocat du Schwab. Alors, et puis, alors c'est pas vraiment l'IA qui a démontré que les voix étaient les mêmes. C'est en fait, on avait un ingénieur du son qui l'avait fait pour Précibus en 2022, et l'IA n'a fait que confirmer ce qu'avait dit l'ingénieur du son, qui l'avait dit dès 2022. Alors maintenant, pour répondre à ta question, moi je m'en fiche un peu, c'est pas mon problème. Pour moi, ce qui est important dans le fond du dossier, c'est Rothschild. Comment ça? Donc David de Rothschild et les liens entre David de Rothschild, Brigitte Macron, etc. Il y a eu un énorme article qui avait paru il y a une heure, enfin une heure avant le début de l'émission, sur le site Cactus. Voilà, sur c'est quoi ce site? C'est un site d'information qui est très mystérieux, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est très sérieux. Ouais. D'accord. Et apparemment, ils font leurs articles aussi avec un peu d'intelligence artificielle, mais bien utilisée. D'accord. Et Lionel, pardonne-moi, site complotiste d'extrême droite. Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, mais c'est vrai que moi j'ai d'autres choses à dire plus importantes. Bah, vas-y, Rothschild. Ça m'intéresse. Parle des Rothschild. Bah, non, mais moi je pense que le mystère Jean-Jacques Trogneux, mais bon, c'est pas grave.
Parle-nous des Rothschild. J'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes. Bon, qu'est-ce que tu veux, voilà, Monsieur Rothschild a mis au pouvoir Macron. Bon, il y a tout le mystère sur la survenue de Macron chez Rothschild. Il a brûlé les étapes en 3 ans. Il a fait un parcours professionnel de 15 ans. Après, il a vendu les actions. Il a fait une transaction entre Nestlé et Pfizer. Comme par hasard, ça te dit quelque chose, ce nom, sur une transaction de 9 milliards dont il a touché un bon pourcentage légal dans ce cas-là. On le voit c'est une pauvresse. On le voit sur le reportage, l'excellent reportage des confrères Jean-Baptiste Rivoire, Off Investigation, et où Off Investigation démontre que Monsieur Macron aurait une sorte de holding à Jersey, enfin qui peut ne pas déclarer, parce qu'il faut savoir que ceux qui ont travaillé, les grands directeurs et ça c'est factuel, hein, les grands directeurs associés de Rothschild, la banque Rothschild et de la banque Lazare, ont depuis 2006, lorsque Monsieur Breton était ministre des Finances, le droit de ne pas déclarer leur holding. Et j'invite les gens à aller sur Off Investigation voir le reportage. Voilà. Donc aux dernières présidentielles, M. Macron a déclaré à peu près moins de biens que M. Poutou. Enfin bon, c'est assez rigolo. Voilà, faut creuser. Et puis bon, ce qui n'est pas dans l'article que j'ai cité, c'est quand même que M. David de Rothschild, qui est donc très proche de Madame Brigitte Macron, ma chère collègue qui est moins diplômée que moi. Qu'est-ce qui fait qu'il est proche de Brigitte Macron? Ils se voient souvent, ils rigolent ensemble. Bah oui, depuis un moment, il y a plein de photos de reportages où ils sont montrés en train de rigoler comme des vieux potes. Elle est aussi amie qu'avec la famille Arnault. Bernard Arnault, c'est les deux qui ont mis ce couple infernal au pouvoir, hein, qui nous ont mis ces gens-là au pouvoir. Donc il y a des choses à creuser. Et n'oublions pas que Monsieur David de Rothschild est l'un des plus grands banquiers de Paris, l'un des plus grands banquiers de la City. Il y a un très bon reportage je sais plus si c'est Arte ou un autre, qui date de 2017 d'ailleurs, c'est-à-dire du moment d'arrivée de Macron au pouvoir, même de 2016, je sais plus, qui est un des très rares reportages parce que c'est quelqu'un de très discret. Donc qui est filmé dans son bureau, qui domine toute la City à Londres. On sait que la City c'est pas Londres, la City c'est un territoire extraterritorial où le Royaume-Uni n'a pas le pouvoir de police, et donc il règne sur la City. Mais dans ces moments perdus, comme moi je suis brigittologue, Monsieur David de Rothschild, il est président du conseil d'administration du Congrès Juif Mondial, qui est la plus grande association sioniste dans le monde. Donc quand Christian a repris dans la plainte des éléments sur lesquels j'ai insisté, c'est-à-dire les fameuses affiches qui proclamaient après le 7 octobre dans tout Israël, Monsieur Macron, que feriez-vous si Jean-Michel était pris en otage, etc. On peut quand même tisser des liens et se dire il y a quelque chose qui va plus loin derrière. Qu'est-ce que tu conclus de ça justement? Et je conclus rien, mais on pose les questions. Et je crois qu'on en saura un peu plus dans les jours qui viennent avec les prochains épisodes. Je voudrais faire une allusion à l'émission d'aujourd'hui excellente de notre ami Nicolas Stocker sur les Kennedy et sur la piste du Mossad, parce qu'il y a le damage control qui consiste à publier des livres et à financer de nombreux livres et films en disant c'est la CIA, donc Oswald on oublie. Mais voilà, il y a quand même des questions, et quelqu'un comme Laurent Guyeno qu'il faut absolument invité sur GPTV, c'est un appel que je lance à Nicolas Stocker. Voilà, j'ai lu son livre qui a maudit les Kennedy, et là-dedans il parle aussi du fils John Jr., le fils de John Kennedy. Il y a 3 Kennedy qui ont été sans doute assassinés, et il faut aussi parler de ça. Il faut aussi parler de la piste du Mossad, mais ça, Laurent Guyeno serait la personne idéale pour en parler. Voilà. Maintenant, moi, je voulais aborder un autre sujet, mais vas-y. Alors déjà pour répondre à ta question, moi, je sais, je te l'ai envoyé. Est-ce que Stéphane, tu as la photo Studio 54 New York, ou est-ce que Mike te l'a transmise? Parce qu'en fait, voilà, on a une photo de Brigitte. C'est ça. En 69 à New York. Alors où est-elle, Brigitte? Où est-elle sur cette photo? Je vous laisse le deviner. Voilà. Donc voilà, c'est une photo exclusive, New York. Comment tu sais que c'est ici à Brigitte? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est sa façon tellement féminine de s'asseoir. D'accord. Mais bon. Comment tu as trouvé cette photo? Bon, écoute, c'est Stéphane de Charnage hier à l'émission qui nous a dit qu'il avait vu circuler des photos, mais on l'a pas retrouvé. Donc moi j'ai retrouvé celle-ci. Je pensais que ça me faisait penser à Brigitte. Je sais pas pourquoi. Bon, on n'est pas sûr. À du plus sérieux. On va passer à du plus sérieux. Bon, on reste un peu. On n'a pas de certitude là. Là, c'est selon l'honneur de la bosse. On reste un peu dans le pas sérieux. Est-ce que tu pourrais montrer la photo Rushmore, s'il te plaît, Stéphane? Le mont Rushmore.
Voilà. Donc ça, c'est une photo qu'on a faite avec notre ami Hortense Michu, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un peu notre travail, donc faire des visuels pour rigoler, parce que faut quand même en rigoler, hein, cette affaire. Je pense qu'il y a des gens qui restent qui sont dans le ressentiment et qui se rendent malades avec cette affaire. Moi, j'en rigole. J'aime pratiquer la rigolothérapie. Et donc là, c'est le Mont Rushmore avec les 4 premiers présidents des États-Unis, donc George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et ça y est, j'ai oublié le nom du 4e, Abraham Lincoln. Et donc Thomas Jefferson, le 2e, qui a été ambassadeur en France. Hein, à l'époque de juste avant la Révolution. Alors, justement, en parlant donc, il manque juste que Trump, avec sa perruque jaune, on va élargir un peu le champ, on verra justement, concernant les ambassadeurs, l'ambassadeur de France, enfin d'Amérique en France, pardon, oui, a retweeté Candace Owens. Oui, alors c'est pas ça, parce qu'il y a une petite erreur. Dis-nous l'histoire. Il y a une petite erreur sur l'article que vous avez fait pour l'émission. En fait, c'est pas exactement ça. Parmi les personnes qui ont retweeté Candace, il y a du côté russe Alexandre Douguin, qui est un proche de Poutine, et c'est celui dont la fille a été assassinée. Ça devait être lui, mais ça a été sa fille qui a été assassinée. Et donc, il a des comptes à régler. C'est un proche de Poutine. Et il y a monsieur... j'ai oublié, Alexandre Douguin et l'autre, j'ai oublié... L'américain Tolstoï? Non, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. Et là, c'est énormissime. Et justement, dans la lettre d'aujourd'hui à laquelle Christian faisait allusion, Candace Owens dit que le couple Macron lui a reproché les propos d'Alexandre Douguin, ce qui est absolument délirant, puisque elle n'a rien à faire, elle n'est pas responsable du fait que Alexandre Douguin, proche de Poutine, ait retweeté les émissions. Du côté américain, il y a le général Mike Flynn. Alors là, j'ai pas réussi à retrouver le tweet, mais nos internautes vont peut-être le retrouver et le mettre dans les... Qui est général Mike Flynn? Voilà. Et c'était un responsable de la défense dans le premier mandat de Trump, donc un très proche de Trump, quelqu'un de très important. Et il y a le site Twitter Ivanka Trump News, qui n'est pas le site Twitter Ivanka Trump, mais il y a quand même le nom de Trump dedans. Et quand même, Trump est assez proche de quelqu'un qui dirige X, et si ça le gênait, il aurait, en 2 minutes, fait arrêter, retweeté Candace et dit, et écrit, Candace va montrer au monde que Brigitte Macron est transgenre. Voilà, c'était la phrase qu'elle avait ajoutée, hein, en plus de l'adresse de l'émission de Candace. Donc, il se trouve que Ivanka Trump est la belle-fille par son époux, je sais plus, j'ai oublié son nom, Kucher, de son beau-père, a été nommé, je ne sais pas si c'est déjà effectif, ambassadeur des États-Unis à Paris. Donc il va être convoqué à l'Élysée et pourra expliquer pourquoi. Et ce monsieur relaye. Non, ce monsieur, non, mais j'ai dit c'est le fil Twitter Ivanka Trump News, donc qui n'est pas le site officiel de Ivanka Trump. Mais quand même, on n'est pas bête. Si Trump avait vu ça et que Macron l'avait appelé, en plus d'envoyer des lettres d'huissier à Candace, si Macron avait fait savoir à Trump que ça le gênait que sur le site de sa fille il y ait le relais de Candace, Trump aurait très gentiment demandé à Elon, son copain, d'enlever ce truc gênant. Voilà. Alors, cher maître, là, je vais pas parler aux juristes, mais est-ce que ce que fait Candace Owens avec plusieurs épisodes, est-ce que ça peut être une commande de l'État américain, sachant que il y avait une information comme quoi venant du FBI, comme quoi Trump avait un dossier sur la sexualité de Macron, et d'ailleurs ce que je ne savais pas, c'est que Candace Owens avait parlait de sexualité sale. Elle avait dit sale, elle a utilisé le mot naughty pour dire sale. Est-ce que ça peut être une commande de l'État américain, peut-être pour déstabiliser l'État français? Ça, on le saura jamais. Par contre, il est clair que là, on pourrait considérer qu'il y a une ingérence étrangère, dans le sens où ça va avoir des impacts sur la politique nationale. Parce que, quelle que soit la commission des infractions qui aurait pu être commise par Brigitte Macron, derrière tout ça, c'est la France qui est impactée. Et évidemment, si demain on se percevait, nous Français, qu'on a été dirigés par des personnes qui n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être, et qui ont depuis 7 ans saccagé la politique internationale de la France. Parce qu'on est quand même aujourd'hui, on n'existe plus sur l'Afrique, on a un recul vraiment très fort du professionnalisme de la diplomatie française, et si derrière on a en plus ce scandale,
Ce qui est vraiment impacté derrière, c'est aussi la France. Moi, je pense à ça. Mais je veux dire, cher maître, moi je me demande si par exemple la crise diplomatique avec l'Algérie où Monsieur Macron ne répond pas, alors je dis pas que c'est ça, mais je me demande s'il n'y a pas un secret que possède l'Algérie qui fait qu'il n'y a pas de réponse de Macron qui est quand même chef de la diplomatie française. Oui, toujours chef de la diplomatie française, même si on est en période de cohabitation. Je le rappelle, hein, la Constitution donne le pouvoir au président de la République d'assurer les relations étrangères. Historiquement, c'était même son rôle. Donc même en période de cohabitation, j'ai même envie de dire, surtout en période de cohabitation, c'est lui le vrai maître. Donc oui, on ne sait pas tout, on en saura peut-être un peu plus, mais encore une fois, à mon avis, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que tu en penses, Tu évoques l'Algérie, et je souriais. Le premier journal papier qui a publié un article concernant la plainte du mois de décembre, c'est un journal qui s'appelle Algérie patriotique. Ah bon? Oui, oui. D'accord. C'est sur mon fil Twitter. Ça, c'est une chose. Évidemment que les Algériens, et notamment les services compétents de l'État algérien, connaissent la blague de l'université d'Alger. Alors, c'est quoi la blague? 2017, ça me ferait plaisir d'aller faire un tour à l'université d'Alger. Vous voulez pas repeindre en blanc les murs pour que ça soit plus joli? Qui dit ça? Sur les photos, Madame, Monsieur. D'accord. Qui dit ça. Puis finalement, elle n'y est pas allée parce que j'aimerais bien y aller parce que j'ai des souvenirs là-bas. La blague. Les Algériens ont cherché. C'est Morad Elatab qui a attiré mon attention là-dessus. J'avais déjà vu cela sur le site de Précibus, mais je m'y étais pas arrêté. Et puis Morad Elatab, avec qui je suis en lien régulièrement, me dit regarde ça de près. Et effectivement, Morad a sorti, je sais pas comment il a fait, mais il a récupéré cela, la fiche de recensement qui date du 13 février 1963, c'est-à-dire à l'âge où Madame, Monsieur n'avait pas 10 ans, d'accord? Et cette fiche de recensement, c'est la seule trace que l'on a d'un trogneux en Algérie, Jean-Michel, habitant boulevard Camille Saint-Saëns, qui a changé de nom depuis et qui doit s'appeler boulevard Mohamed V, qui a justement cher Christian, d'appartement dans ce boulevard-là. Cher Christian, comment expliquer qu'un Français, ou une Française, hein, je sais pas, puisse faire des études à l'université d'Alger 1 an après l'indépendance, dont on sait qu'il y a eu quand même une guerre. Enfin, c'était bon. Comment l'expliquer C'est un peu surprenant. Alors sur sa fiche de recensement, il est appelé confiseur. Il est désigné sous le titre de confiseur à Alger en 63. Effectivement, c'est étrange. Mais en tout état de cause, ça ne pouvait pas être Brigitte Monsieur. C'est juste pas possible, elle avait 10 ans. Qui aurait envoyé une enfant de 10 ans faire sa scolarité à Alger en 63? Enfin, faut quand même pas trop déconner, quoi. Faut être un peu sérieux. Donc c'est ça que j'appelle le gag d'Alger. Et les Américains aussi d'ailleurs, mais les Algériens le savent, évidemment, et ils s'en servent. Est-ce que, toi qui es bien informé, est-ce que le trogneux en question, en 63, qui était à Alger, est-ce qu'il travaillait peut-être pour, je sais pas, est-ce qu'il faisait partie de certains services? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui, alors là, il y a de grosses hypothèses, évidemment, lesquelles? D'un agent, mais je veux pas trop entrer dans les détails. Alors, sachant que je renvoie aussi les auditeurs à un article que j'ai fait sur qui s'intitule l'Arlésienne à Alger, je crois, et je me suis rendu à Alger en 63, mais je suis allé photographier l'école Notre-Dame qui est en bas du boulevard Mohamed V et l'immeuble où était censé habiter Jean-Michel Trogneux en haut du boulevard Mohamed V, en fait.
donc à même pas 5 minutes à pied. Et voilà, je photographiais. Il n'y a rien de particulier, j'ai rien trouvé de particulier. Et j'ai pas réussi à trouver des traces. J'ai lancé une enquête sur les anciens des écoles fréquentées par les Français en Algérie à cette époque-là. On n'a rien trouvé. Donc, mais effectivement, il y a un truc qui est totalement inexpliqué. Alors après, quand elle s'est aperçue qu'elle avait dit qu'elle avait fait un lapsus, enfin, comment tu as dit, un acte manqué, ils ont essayé de lancer une fausse piste que ça serait, elle voulait aller sur les pas de sa tante. C'est vrai, tout le monde va sur les pas de sa tante qui a été en Algérie il y a 60 ans. Et, moi, ce qui me surprend, c'est 63 en fait, parce que 62 les accords d'Évian, bon, on peut pas dire que voilà. Trogneux va à la fac en 63 en Algérie. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît dingue, non? Voilà, ça faisait plaisir. À part si tu y vas pour, je sais pas moi, le compte d'un État ou que sais-je, mais pourquoi faire de la fac en Algérie, enfin, non? C'est une piste à explorer, on va dire, Mike. Il y a des gens qui ont écrit des choses sur Internet concernant un des personnages de l'affaire, enfin de l'histoire de la famille Trogneux, qui aurait été un membre des services secrets français en Algérie à une époque. Sur Précibus, je crois que c'est sur Précibus, hein, je ne me trompe pas, Lionel, et ça a été repris par ailleurs. On peut faire des hypothèses, mais là ce ne sont que des hypothèses, donc moi je suis très prudent par rapport à tout ça, je laisse la possibilité à Lionel de l'être moins s'il veut. Moi je suis très prudent pour des raisons, j'ai envie de dire, juridiques. Oui, ça n'empêche pas d'évoquer les choses. Il ne faut pas développer, parce que bon, c'est des hypothèses, les gens qui sont intéressés vont... Non, on pose la question, je pose la question. Ouais, moi je voudrais, enfin si tu permets, je voudrais faire un développement, revenir sur la question de l'âge, avec un développement en 4 parties, enfin j'essaierai d'être assez rapide pour rebondir sur un des points importants de l'intervention de Candace vendredi, c'était quand elle a parlé du grand écrivain Gide, n'est-ce pas? Alors, évidemment, Gide, alors elle prononce très mal le français, mais elle a dit Guide. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que beaucoup de commentateurs, y compris français, ont montré leur immense culture en reprenant le mot de Guide. Apparemment, ils n'ont pas lu une seule ligne de André Gide. Alors, il se trouve que j'ai pas mal lu et travaillé André Gide. Et est-ce qu'il était en effet pédocriminel? Oui, alors je voudrais revenir là-dessus, mais oui, il s'amusait avec des petits garçons en Algérie, 12-13 ans, etc. Oui. Il l'a avoué, on l'a retrouvé dans des textes après sa mort. Mais justement, je voudrais, alors, j'ai un développement en 4 parties, donc si je peux aller vas-y. Après, allez, je vous laisserai la parole et je demanderai à Maître Guyon de valider ou de contredire mon propos. Alors, vous savez que dans Roméo et Juliette de Shakespeare, donc l'action se passe en Italie au XIVe siècle, et l'âge de Juliette, c'est 13 ans. Et on a même à l'acte 1 un dialogue, c'est elle n'a pas 14 ans, et la nourrice, donc il la connaît bien, j'engagerai 14 de mes dents pour dire qu'elle n'a pas 14 ans, et en fait elle va avoir 14 ans 15 jours après. Elle ne les aura pas puisqu'elle sera morte, l'action dure 5 ou 6 jours, elle sera morte. Roméo avait, l'âge n'est pas précisé, mais entre 16 et 21 ans, ce qui était assez normal à l'époque. Vous vous souvenez, je m'adresse à Maître Guyon en premier, de la fameuse clause Roméo et Juliette, avancée par Maître Ducon-Maserati, je crois, un ancien ministre de la Justice, en 2020, je crois, par là, pour instaurer un écart d'âge de 5 ans pour le consentement d'un mineur de moins de 15 ans, ce qui permet de fixer l'âge minimum finalement à 13 ans si l'autre, dans les deux personnages, a 18 ans. Donc c'est un écart d'âge de 5 ans, mais ça existe donc depuis, je sais plus j'ai pas noté la date, mais 2020 par là, par l'amateur de Maserati dont j'ai parlé. Et donc en fait ça revient parce que si on fait l'historique de l'âge de consentement, actuellement on a un consentement à 15 ans. En fait, vous savez, si vous savez pas depuis quand ça date de 1945. Ordonnance de 1945, le 6 août, je sais plus, j'ai pas noté la date. Jusqu'à 45, le consentement était de 13 ans. Ça date de 1863. Avant 1863, le consentement était de 11 ans. En 1832, on a mis un âge de consentement à 11 ans. Avant 1832, il n'y avait pas d'âge de consentement. Quand Louis XV se faisait livrer des jeunes filles pubères, à peine pubères, et Casanova, par exemple, lui en a livré une dans un épisode fameux de l'histoire de sa vie, c'était pas contre la loi.
L'attentat de Damien est lié au fait au goût de Louis XV pour les jeunes filles pubères, hein. Le grand écartèlement de Damien, qui était une des grandes dates de la chronique judiciaire française. Bon, l'âge de mariage c'est différent. C'était 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Et ça a été modifié seulement, et ça avait été fait je sais plus, il y a assez longtemps, et jusqu'en 2006 où, non, c'était en 1832, voilà, l'âge de consentement pour le mariage à 15 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons. En 2006, ça a été ramené à 18 ans pour les filles et les garçons au nom d'égalité. Voilà. On peut le discuter. Bon, c'est souvent pour des raisons du fait qu'il y avait des jeunes filles qui se retrouvaient enceintes, donc il fallait quand même légaliser la chose, je pense. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que au niveau d'André Gide, certes, alors, c'est comme je disais tout à l'heure pour Olivier Duhamel, moi j'aime pas les phénomènes de bouc émissaire, parce que depuis vendredi, tous ces complotistes qui sont souvent volontiers un peu homophobes, ils se sont rués sur cette annonce, ils disent « Ah, cet ignoble pédophile, etc. » Ce qui est vrai, mais si il y a un principe juridique, c'est la non-rétroactivité des lois. En fait, André Gide, il a commis ses actes dans les années 1890 à peu près. Il était né en 1869 en Algérie, d'ailleurs très copain avec Oscar Wilde, qui a passé des années en prison dans la geôle de Reading pour homosexualité. Et donc, si on replace les choses dans le contexte, c'est différent parce que la loi, c'était 13 ans à cette époque-là, et c'était en Algérie. Et voilà, et il se trouvait qu'à cette époque-là, on avait plus d'indulgence si il y avait des relations avec des petites filles ou des petits garçons. Histoire du roi Louis XV, hein, parce que je veux rappeler que ça c'est aussi avec des petites filles qu'avec des petits garçons. On avait plus d'indulgence que si c'était avec une personne d'âge mûr. Oui, mais, voilà. Oui, mais Candace Owen parle de cet auteur comme étant une sorte de maître à penser de Macron, mais Macron, lui, il est en 2025. Alors, il n'est pas en 1890. Oui, c'était en 2017 sa photographie. Bon, en 2017, alors, allez. Voilà. Oui, mais alors c'est les nourritures terrestres. Bon, nourriture terrestre, c'est ce qu'on disait quand j'étais étudiant dans les années 80. Moi, Gide, ça m'a toujours passé au-dessus de la tête. C'est pas une littérature que j'apprécie beaucoup. Mais il y a les faux-monnayeurs qui étaient au programme de littérature donc que j'enseignais en 2016-2017, donc c'était juste avant l'arrivée de Macron, donc c'est pas lui. Et dans les faux-monnayeurs, en fait, à l'époque, j'ai fait un énorme travail avec le site Lettres volées, qui était le site de référence sur la littérature en terminale littéraire, et on avait vraiment étudié l'affaire et démontré que en fait c'est une histoire d'inceste avinculaire, c'est-à-dire avec un oncle et neveu avinculaire, et que l'oncle s'était tapé son neveu qui avait 13 ans en gros dans ce roman-là. Mais André Gide, alors tout le monde lui tombe dessus, mais il y a quand même un aspect dans la vie d'André Gide qui a été un de nos prix Nobel de littérature. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. André Gide, ça a été un des tout premiers et des rares intellectuels de gauche qui est allé en Union soviétique en 1936 et qui, là-bas, a fait un discours pour la mort de Gorky, a fait des choses, etc. Et puis, il a découvert la réalité là-bas. Et il a complètement tourné sa veste, et ça va te faire plaisir, parce qu'il a écrit un livre contre les communistes, et il a été le premier à avoir eu le courage, et il s'est fait vilipender par toute la gauche française de l'époque, parce qu'il a été le premier à retourner sa veste, à dire non, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu les choses là-bas, et je dis ce que j'ai vu. Donc c'est Retour du RSS qu'il a publié, et ça a été 10 ans avant, en 1926, un des premiers écrivains français à faire un voyage de longue haleine au Congo français, et à dénoncer les conditions il n'était pas contre le colonialisme, il était de gauche, hein, mais à dénoncer les conditions. Et c'est quand même un écrivain important. Faut pas faire un peu phénomène de bouc émissaire. T'as quelque chose à rajouter sinon sur autre chose ou pas ? C'est bon. Alors, on a fait un sondage et on va montrer le sondage. Merci à toi en tout cas, cher Lionel, de cette précision. Tiens, cher maître, quel est l'aspect le plus inquiétant de l'affaire Brigitte ? Vous étiez 9300 à voter sur l'émission, hein. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. 9300. L'âge de la rencontre, 27%. 13% le mystère sur le sexe de Brigitte. 52% le danger pour la sécurité nationale, autre 8%. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sondage et de ces réponses ? Je demande à Maître après. D'accord, pardon. Juste après. Non, je rejoins effectivement les téléspectateurs. Hein. C'est pour moi la question de la sécurité nationale et notamment de la sincérité du vote. Quand vous avez un couple présidentiel qui est effectivement composé d'une personne qui a fait une transition de genre, la problématique n'est pas la transition de genre, la problématique va reposer sur est-ce que lorsque vous avez voté, vous aviez cette information ?
Parce que nécessairement, ça va entraîner des choix politiques qui vont avoir des conséquences sur nos vies. Et aujourd'hui, j'insiste beaucoup là-dessus, l'éducation sexuelle des enfants, la promotion du wokisme et dernièrement, qui est apparu aux yeux du monde entier, c'est la cérémonie des JO 2024. Je pense que si les citoyens avaient eu cette information, évidemment que le vote aurait été très différent en 2017 et en 2022. Il y a aussi une chose qui en découle de manière économique parce que la sécurité, le danger par la sécurité nationale, en effet, mais il y a aussi l'économie au niveau de la diplomatie, c'est que je remarque que depuis que Macron est président de la République, les déficits commerciaux sont abyssaux, ce qui n'était pas le cas avant 2017. Enfin, je sais pas, je vous dis sincèrement, on est à 150 milliards par an de déficit commercial, alors qu'avant on était toujours en excédent. C'est la politique internationale de la France qui en est dégradée. Effectivement, on a été poussé vers la sortie en Afrique. On a soutenu une guerre qui clairement était une guerre perdue d'avance et qui aurait pu être évitée si la France avait joué un rôle de médiateur avec l'Ukraine. On a mis des sanctions complètement débiles contre la Russie. Je rappelle, pour donner un exemple, mais que Renault a quitté la Russie en laissant ses usines et que dorénavant, ce sont les Russes qui ont repris les usines et qui maintenant produisent des véhicules avec la technologie qui a été apportée par Renault. Donc, bref, des idées de génie comme ça, on en a eu plein. Donc, il a effectivement mené une idéologie dans laquelle il s'est aligné systématiquement avec les Américains et notamment avec les démocrates, qui eux sont effectivement avec des idées très progressistes, mettant en avant le wokisme, et avec cet alignement, la France n'a plus défendu ses intérêts nationaux. Merci, cher maître. Christian ? Je suis embêté avec ce vocabulaire que tout le monde utilise, des idées progressistes. Ce ne sont pas des idées progressistes, ce sont des idées de retour à la barbarie. Les techniques de castration des jeunes mâles pour les transformer en esclaves eunuques du monde de Constantinople, de Byzance puis de Constantinople, de l'Empire de cette époque, de ces époques, avant 1400 et des poussières. Les hauts fonctionnaires de Constantinople étaient tous des eunuques, ce qui évitait des concurrences éventuelles entre le vizir et le sultan. Et ces eunuques-là, ils venaient entre autres de Verdun, qui était un grand centre de fabrication au 8e et 9e siècle d'eunuques. Et donc on n'est pas dans des idées progressistes avec le wokisme, on est dans le business médical, c'est-à-dire les cliniques qui se sont extraordinairement développées aux États-Unis notamment, mais pas seulement, en Europe aussi, pour castrer les jeunes mâles et enlever les seins des jeunes femmes. Et c'est ignoble, on n'est pas dans du progressisme là, on est dans un retour à la barbarie médicale et au business. Moi je suis très content de ce petit sondage rapide parce qu'on a 40% sur le sexe et la rencontre, et puis 53%, c'est ça, sur la sécurité nationale. Qui a vendu Alstom, fournisseur de l'armée française, qui a vendu Alstom aux États-Unis? Alors on en a récupéré une partie, mais on n'a pas récupéré les brevets. Quand je parle d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, je parle d'atteinte au patrimoine, notamment scientifique. On s'est fait voler depuis un petit paquet d'années une partie de notre patrimoine scientifique et industriel, dont des fournisseurs de l'armée et fournisseurs également dans le champ de l'énergie. On s'est fait voler par des États étrangers. Et aujourd'hui, combien est-ce qu'on paye l'électricité? Enfin, on est dans un espèce de délire collectif, de bouffée délirante, où d'un côté, on empêche les médecins de soigner convenablement les vieux dans les EHPAD au motif que il vaut mieux vendre les médicaments à 3 000 € la boîte plutôt que ceux qui ne coûtent que 3 €. Etc., etc. Donc oui, c'est intéressant ce sondage. Je me dis, les auditeurs comprennent.
Ils sont en train de comprendre ce dont je parle lorsque je parle d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la sécurité nationale, et ça me réjouit. Merci à toi, cher Christian. Ça me Un réjouit. petit mot, parce que l'émission va s'arrêter. On a déjà dépassé... Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Maître Guyon. En fait, ça va me permettre de revenir sur Rothschild. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire de Noël c'est Giraud ou Girard, je sais, Noël Giraud, je crois, qui avait déclaré sur Thinkerview dans une interview que Macron était vis-à-vis de David de Rothschild comme un enfant soldat du Congo et qu'il était prêt à tuer père et mère. Et il avait rappelé dans cette émission, Thinkerview, que David de Rothschild avait voué une haine et une volonté de revanche par rapport à l'époque Mitterrand, où Mitterrand avait nationalisé je sais plus quoi, et voulait se venger en détruisant l'économie française. Donc j'engage les gens à retrouver cette interview. Il se trouve que Noël Giraud, après cette émission, a dû faire des excuses, s'aplatir contre le sol pour faire ses excuses, dire qu'il s'était trompé, qu'il le regrettait, etc. et n'a plus jamais été invité à aucune émission depuis. Donc ça serait intéressant de le retrouver et peut-être de lui demander ce qu'il en pense. Oui, donc là, nous sommes vraiment dans c'est pas qu'une histoire de fesses ou je sais pas quoi. Là, on est quand même dans une histoire d'État et qui va à l'encontre du pays, quoi. Enfin, je veux dire, le danger pour la sécurité nationale, les gens ont raison. Ah oui, et on nous fait rire avec une histoire de cyberharcèlement. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà. Et bon, quand on dit, on peut pas dire à la fois, en même temps, pour reprendre l'émission, le terme à la mode, être transsexuel, c'est la plus belle chose du monde, c'est magnifique. On invite des trans à l'Élysée, etc. Et puis quand on est traité de trans, dire que c'est du cyberharcèlement. Je fais un parallèle. Supposons être juif, c'est très bien. Personne. Voilà. Supposons un journaliste qui se ferait traiter, on dirait c'est un juif en fait qui se fait passer pour un chrétien. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Non mais évidemment. Comment il le prendrait? Non mais t'as totalement raison. Il s'en fout. C'est une qualité, c'est pas donc il va pas parler de cyberharcèlement. Enfin peut-être parce que si ça revient 50 fois au bout d'un moment c'est chiant quoi. Mais voilà, c'est absurde, c'est absurde. Donc on est dans un moment d'absurdie et il faut que ce moment d'absurdie cesse. Et je pense que on est au bout. On est comme disait c'était dans la pièce de Cocteau là, la machine infernale. Il disait nous sommes près d'arriver à une vérité. C'est le discours entre le berger et Édipe qui va comprendre qu'il a tué, qu'il a couché avec sa mère et tué son père. Donc il y a ce moment, cette scène magnifique et qui me tire des larmes à chaque fois. Nous sommes prêts je suis prêt à avoir une vérité extraordinaire, etc. Merci à toi. Cher Lionel, plus de 10 000 personnes ont voté. 10 000 personnes ont voté. Merci à vous. T'as vu, même 200 personnes de plus ont voté pendant que t'as parlé. Et qui est élu alors? Voilà. Merci à vous trois. Tiens, ton actualité, cher Lionel. Ah bah c'est gentil. Bah écoute, moi je viens de publier parce que je suis prof de lettres et j'enseigne en BTS. Je viens de publier un très beau sujet de BTS avec corrigé complet sur le thème du repas à table et la question c'était qu'est-ce qu'on partage dans un repas. Voilà. Donc j'ai fait un peu de l'anthropologie, ça ferait plaisir à monsieur Jean-Dominique Michel avec qui j'ai eu l'occasion de bavarder hier dans la fameuse émission de Stéphanie Reynaud. Voilà, c'est tout pour moi. Jean-Dominique Michel qu'on salue. Merci à toi. En tout cas, tu es toujours le bienvenu ici. Très gentil. Maître Guyon, tiens, votre actualité, YouTube de Maître Guyon. Toutes les semaines, lundi à 20h, on parle des sujets d'actualité. On a parlé récemment des ZFE, qui sont les zones de forte exclusion, sur lesquelles Montpellier, d'ailleurs, a reculé suite à notre recours. On est content, bien entendu. On peut la reculer sur la ZFE parce que vous savez bien qu'il y a un printemps fleuri en 2026 avec des élections municipales et qu'évidemment, si vous excluez une partie de la population qui est censée voter pour vous, vous allez attendre 2027. Donc c'est le nouvel agenda 2027 pour commencer à exclure tous les gueux des zones à forte exclusion. Donc c'est un recul, mais attention parce que ça continue quand même de s'appliquer partout en France. Et comment vous joindre aussi? Sur mon site internet. Comment il s'appelle? Guyon-avocat.fr. Bon, allez-y. N'oubliez pas que Maître Guyon était quand même le fer de lance sur des soignants suspendus. Voilà. Toujours, on continue, même en 2025, on continue. Merci et bravo, cher maître. Et enfin, notre ami Christian, ton actualité, j'imagine, c'est la plainte, déjà. Je suis beaucoup dedans, ces jours-ci, ces semaines-ci.
mon actualité, bon, j'ai envie de dire, c'est mon impatience d'entendre Candace Owens ce soir. Je suis juste là-dedans, je publie beaucoup sur Twitter ces jours-ci, tout ce qui me paraît un peu important. C'est sur Twitter, donc voilà, je suis là-dedans jusqu'au cou, on va dire, et je crains que cela ne dure encore un certain temps avant que cela ne débouche sur des résultats. Bravo à toi, cher Christian, et évidemment on te soutient et on t'aidera du mieux qu'on peut. Alors, tiens, une dernière petite chose qu'on va montrer. Candace Owens a tweeté là, elle a tweeté ça. Emmanuel Macron, do not publicize this. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouh là là, c'est le dernier tweet, voilà, ça prouve qu'on est en direct. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, tiens? Bon, chacun se fera... C'est la tête d'un avocat qui représente Macron et qui dit... on se fera un avis, voilà. Tais-toi, ferme ta gueule. En tout cas, voilà, rendez-vous, Candace Owens, c'est 22h. Allez-y, moi j'y serai, je regarderai. N'oubliez pas, adhérer au club de géopolitique profonde. Voilà, c'est important. 1600 abonnés déjà au club. Les meilleurs écrivent, hein. Les meilleurs écrivent chez nous, bien entendu. En vous abonnant, vous découvrirez la plateforme privée avec des formations en finances décentralisées pour résister concrètement à la crise. 7 jours d'essai gratuit. Demain matin, 7h, la matinale, Raphaël et Nicolas. Moi, je ferai un petit débrief à 12h30 et à midi, je reviendrai parce que on va faire une grande émission sur les ovnis. Allez, passez une excellente soirée et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Allez, salut, ciao.